Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Message de gratitude du Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Le pays avait pris en charge des victimes burkinabées de l'accident du 26 janvier dernier. 15 morts et des blessés. C'était sur le tronçon Ouangolo, Burkina Faso, une délégation burkinabé chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les impôts à la recherche de plus de 2500 milliards de francs CFA, c'est l'objectif de la Direction générale des impôts pour l'année 2019. L'administration fiscale a donné l'information à l'issue d'un séminaire d'orientation. Le directeur général mobilise ses agents. Et puis, présidentielle au Sénégal, c'est parti pour la campagne électorale. Les 5 candidats sont attendus dans l'axe stratégique Dakar-Thiès-Touba. Touba est un symbole fort. Macky Sall a lancé sa campagne dans cette ville le 24 février. Les Sénégalais aux urnes. Le Burkina Faso traduit sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire. Une délégation chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire avait pris en charge des victimes burkinabées de l'accident du 26 janvier dernier. Le bilan fait état de 15 morts et des blessés. C'était sur l'axe Ouangolo-Burkina Faso. Ami Sissoko. Une délégation officielle burkinabé reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce dimanche matin à sa résidence à Korogo. Elle est conduite par Paul Robert Tindri-Beogo, ministre burkinabé de l'intégration africaine et des burkinabés de l'extérieur. À ses côtés, le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Vincent Galbigo, ainsi que la directrice générale du Fonds de la solidarité nationale. Cette délégation est venue remercier les autorités ivoiriennes pour leur élan de solidarité et de compassion suite à l'accident de la circulation qui a coûté la vie à 15 ressortissants burkinabés et occasionné de nombreux blessés. Un drame survenu le 26 janvier dernier à Kawara, une localité à mi-chemin entre Ouangolo-Dougou et la frontière du Burkina Faso, suite à une collision entre un minicar en partance pour le Burkina Faso et un camion de bétail en provenance de ce pays. Après les civilités, le chef du gouvernement et ses hôtes se sont rendus au cimetière municipal de Korogo pour se recueillir sur les tombes des disparus. Le président du Burkina Faso, son Excellence Rochmark Christian Kabouré, a souhaité que nous puissions faire ce déplacement. D'abord pour constater ce qui s'est passé, ensuite pour encourager et soutenir la communauté burkinabé et surtout pour remercier et traduire toute la gratitude du peuple burkinabé aux autorités ivoiriennes, en premier lieu au président Alassane Ouattara. Étant présent chez lui ici et ayant appris notre présence, le Premier ministre n'a pas hésité à nous accompagner. Je pense que cela est un geste très fort qui nous réconforte et qui montre à quel point ces deux peuples-là, burkinabés et ivoiriens, sont unis. Sur les 15 victimes, 10 sont inhumées à Korogo et 5 à Féké. Des actes qui réaffirment l'excellence des relations entre les deux pays. Je vous conduis justement au Burkina Faso à la découverte d'une dame. Massata Sissé est chauffeur routier depuis près de 30 ans. Sa spécialité, les véhicules poids lourds. Elle sillonne les routes de l'Afrique de l'Ouest au volant de ses engins de 40 et 50 tonnes. Elle fait avec une dextérité qui n'a vraiment rien à envier à celle de ses collègues hommes. Massata Sissé, la femme qui dompte les poids lourds, un portrait dressé par Didier Nguessan. Ambiance des jours ordinaires de travail dans cette usine de production de ciment située en zone industrielle de Ouagadougou. Parmi les hommes, Massata Sissé. Pour elle aussi, la journée commence. Elle se prépare à prendre son service en tant que conducteur routier. Elle est la seule femme à exercer ce métier dans toute l'Afrique de l'Ouest au volant de son poids lourd. 58 ans et près de 30 ans de métier à son actif. Bonjour Agaï. Bonjour chef. Oui, ça va? Ça va bien. Chez vous? Ça va. Ok. Ouais, l'entretien et puis je pense que tout est fait prêt pour ton camion. D'accord. Donc je vous laisse vérifier vous-même personnellement. D'accord. Et voir vos papiers aussi s'ils sont à jour. D'accord. Avant de prendre la route maintenant. Ok. Voilà. Merci chef. Pour le compte de son entreprise, Massata livre la matière première servant à fabriquer le ciment et redistribue le produit fini à travers l'Afrique de l'Ouest.
Niger, Guinée, Nigeria ou Côte d'Ivoire, les routes de la sous-région n'ont plus de secret pour Mama Africa, comme on l'appelle ici à Ouaga. Ce matin, elle part pour le Togo avec 40 tonnes de chargement. J'ai fait Lomé-Ouaga. Ouaga-Lomé, ça fait à peu près 2000 km. Voilà, donc on prend au moins 45 km et 45 tonnes pour le clinker pour venir à Ouaga. La famille au début, ils ne comprenaient pas. Ce n'est pas un métier femme, et pourquoi moi je vais conduire. Bon, moi je dis que c'est un travail qui me plaît. Donc j'ai l'amour de ce travail-là, il faut que je fasse ça. J'ai commencé l'apprentissage avec un chauffeur qui s'appelle Traoré Sekou, paix à son âme. C'est avec lui que je suis allée le voir pour dire que Sekou, si tu peux m'aider pour que je sois chauffeur. Et son patron a dit si je peux faire apprentissage seul et il ne peut pas prendre quelqu'un pour m'aider. Je dis il n'y a pas de problème. Il dit qu'on ne paye pas aussi les apprentis. Est-ce que je peux supporter? J'ai dit oui. Parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc je n'avais pas de complexe et puis je ne voyais pas la difficulté. 4 jours plus tard, notre routier rentre de Lomé. Africa, bonne arrivée. Merci. Quand on voit les jeunes filles qui viennent vers ce métier, bon, ce n'est pas le sexe qui travaille. C'est le courage et le cœur qui travaille. Quand on a le courage, il ne faut pas avoir peur parce que c'est un métier d'homme. Quand on a le courage, on fait avec. Avec 3 voyages par mois dans la sous-région, cette camionneuse parcourt en moyenne 150 000 km par an. C'est l'équivalent de 4 fois le tour du monde. De quoi inspirer la jeune génération. C'est un travail que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de femmes dedans. Et puis, elle, c'est notre tante. Depuis qu'on était des petites fillettes, elle est dans la conduite. Donc, c'est tout ça là qui m'a poussée à rentrer dedans. Dans quelques mois, Oumarou pourra elle aussi prendre les commandes de ce gros porteur. Comme l'apprenti chauffeur, cet autre routier est admiratif de sa collègue. On fait la route ensemble, bon, c'est très réconfortant. Normalement, nous, on se dit que c'est le travail des hommes. Mais maintenant, quand on voit une femme qui fait ce travail, alors on ne fait que l'encourager. Et puis bon, ça nous va droit au cœur. Sur le trajet, son camion a connu une panne qu'elle a pu régler avec l'aide de son apprenti. Pas de grosses frayeurs à signaler. De quoi ravi le gestionnaire du parc auto. Elle n'a pas assez de panne aussi sur son camion. Et je pense que l'utilisation d'un véhicule aussi comme ce qu'elle a aussi, c'est ça. Faire des longs trajets et puis revenir sans beaucoup de défauts, c'est déjà encourageant. De retour de voyage, chaque camionneur doit rendre compte de sa mission à la hiérarchie. Alors, et le voyage? Ça va. Ça s'est bien passé? Merci. Pour Mama Africa, on n'a plus rien à dire. Elle a fait ses preuves dans notre société et vraiment, nous sommes contents de son travail. Simone de Beauvoir l'a dit, on n'est pas femme, on le devient. Et Mama Africa a choisi son métier. Elle est autonome. Après 5 jours de travail, Massata rentre à la maison pour un repos bien mérité. Malgré les longs voyages, j'ai une vie familiale. Et je suis avec un frère. Pendant les vacances, je suis avec mes petits-fils. C'est là que je suis heureux en ce moment quand ils viennent. Si vraiment les gens veulent m'aider, ils n'ont qu'à m'aider à avoir des camions, je vais former les filles. Et les filles et les filles mères aussi. La journée s'achève. Massata Cissé reprendra le volant et la route dans une semaine avec la même passion. Didier Nguessan nous dressait le portrait de Massata Cissé, cette dame qui dompte les poids lourds. Plus de 2500 milliards de francs CFA à mobiliser cette année, c'est l'objectif que s'est fixé la Direction générale des impôts pour 2019. Aboussi Ouattara, le directeur général de cette administration fiscale, a donné l'information vendredi dernier. C'était à l'occasion d'un séminaire bilan. Cheikh Koné. Décrypter et passer au peigne fin l'exercice fiscal 2018 pour mieux aborder celui de 2019, surtout qu'il est attendu 2513,4 milliards de la Direction générale des impôts.
C'est tout le sens du séminaire bilan initié par Sié Ouattara, directeur général des impôts. Un bilan 2018 qui relève un gap de 23 milliards sur l'objectif fixé. Le bilan de l'exercice 2018, je dirais qu'il est mitigé. Mitigé en ce sens que l'objectif de mobilisation de recettes qui nous avait été assigné par le gouvernement s'établit à 2170 milliards. Au final, nous avons réalisé 2146 milliards, qui affiche donc un taux de réalisation de 99%. C'est pour cela que je disais que le résultat est mitigé, parce que l'objectif c'était de remplir le verre à 100%. Si le verre n'a pu être rempli à 100%, la Direction générale des impôts réalise tout de même une belle performance en franchissant pour la première fois le seuil mythique de 2000 milliards de recettes. Face à ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables de ces services disséminés à travers la Côte d'Ivoire, Sié Ouattara a réaffirmé l'engagement de son administration de se donner les moyens pour atteindre les objectifs de recettes de l'exercice fiscal 2019. L'objectif 2019, c'est 2513 milliards. Et notre ambition, c'est de réaliser ces 2513 milliards. Pour atteindre cet objectif, il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la politique de décentralisation, l'assainissement du fichier des contribuables, l'optimisation du contrôle fiscal et l'intensification de la lutte contre la fraude fiscale. Tout cela ne sera possible, a rappelé le secrétaire d'État au budget, que si les agents font preuve de rigueur en tenant compte des ambitions du gouvernement. Compte tenu de nos ambitions, nous devons aller plus loin. Et plus loin, c'est réduire notre niveau de fragilité et faire en sorte que nous ayons une contribution à l'impôt qui soit beaucoup plus large et que nous ayons davantage de ressources pour financer le développement de notre pays. En attendant la mise en œuvre du programme de réforme fiscale en Côte d'Ivoire, l'administration fiscale a déjà entamé de nombreuses réalisations. Les paiements par portail e-impôt, les compensations de dettes et créances réciproques entre l'État et certains opérateurs économiques. Mobiliser des ressources pour financer le développement sur le plan régional, l'UMOA lance le programme 3000 collectivités sans enfants de la rue. Les élus locaux de l'espace communautaire appelés à s'engager dans cette lutte. Pour ce faire, ils doivent initier des projets et des activités. Les explications de Mamadou Kouassi. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. Plus d'un tiers de ces enfants sont en Afrique, précisément dans nos villes. Et les collectivités territoriales de l'espace UEMOA montent au créneau pour l'éradication de ce fléau. Un fléau que les élus locaux jugent honteux pour le continent. Pour y arriver, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, à travers sa section du réseau des femmes élues locales d'Afrique, lance le programme 3000 collectivités sans enfants de la rue. Le CCT est en 3000 collectivités locales à travers les 8 pays. Ces 3000 collectivités locales devraient se donner la main à travers les femmes, parce que ce sont les femmes qui enfantent. Dans notre société, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc nous avons dit que nous devons nous battre pour que nos villes soient sans enfants en situation de rue. L'objectif que nous recherchons, c'est que tous nos enfants aillent à l'école. Qu'ils soient avec leurs parents ou pas, qu'ils aillent à l'école. Il n'est pas normal que certains aillent à l'école et d'autres restent en dehors. Donc nous voulons que chaque enfant soit dans une famille. Maintenant, ceux qui ne sont pas avec leurs parents, il faut qu'on oblige les parents à les garder ou que chaque famille parraine un enfant afin qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue. Les femmes ne seront pas les seules dans ce combat. Elles auront le soutien des autres élus locaux de l'espace UEMOA, affirme le ministre Albert François Amicha et le commissaire UEMOA Paul Kofi Kofi. Il s'agit pour nous de permettre à tous les enfants d'avoir une chance d'aller à l'école, à tous les enfants de pouvoir préparer leur avenir. Aujourd'hui, nous commençons par le Burkina. La première dame du Faso a accepté de parrainer cette opération et dans les mois qui arrivent, les premières dames des 7 autres États de l'Union seront sollicitées afin que les collectivités d'abord dirigées par les femmes, mais également les collectivités dirigées par les hommes puissent s'inscrire, puissent adhérer à ce programme. La demande sociale continue d'évoluer alors que les infrastructures ne suivent pas ce rythme. Donc, j'en appelle à la responsabilité et à la coopération des partenaires techniques et financiers de continuer à soutenir nos programmes. Cette initiative du CCT bénéficie également de l'assistance des partenaires au développement, dont le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, engagé pour l'insertion des enfants de la rue. Nous les accompagnerons, bien entendu, dans le développement de leur activité à plus long terme. Grâce à ces actions, nous espérons apporter un soutien concret aux enfants, à leurs familles
mais également au développement durable des villes dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Outre les partenaires au développement, la première dame du Faso, Sita Kaboré, représentée par l'épouse du président de l'Assemblée nationale, promet d'être le porte-voix des élus locaux afin de sortir les enfants des rues de nos collectivités territoriales. Les collectivités mises à contribution, désormais ce sont les maires qui organisent l'opération Grand Ménage. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Salubrité. Anne Désiré Ouloto demande à la population de s'impliquer davantage. La 24e édition tenue hier à San Pedro, la correspondance de Sam Conan. La main, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité donne le top départ de l'opération Grand Ménage à San Pedro, dans un nuage de poussière. Les autorités de la ville, avec à leur tête le premier magistrat, lui emboîtent le pas. Les militaires sont même de la partie, ainsi que des responsables d'associations et des chefs traditionnels. Je voudrais effectivement soutenir l'initiative du maire qui, depuis un moment, effectivement, sollicite tous les concitoyens à rendre cette ville propre et à leur inculquer effectivement une culture de propreté. Pour nous, c'est très important. En tant qu'organisme de sécurité sociale, la santé commence d'abord par la propriété. De la voie qui part du rond-point de la cité au quartier Lac, au Grand Marché, en passant par le carrefour Mori, Anne Désiré Ouloto, accompagnée de collègues membres du gouvernement, a donné un coup de balai pour rendre la ville de San Pedro plus propre. Des voies ont été balayées et des caniveaux curés. Malheureusement, les riverains et autres occupants du trottoir ne se sentent pas jusque-là concernés par ce qui s'y passe. Ils sont plutôt des spectateurs, ce que les autorités ne trouvent pas normal. Place donc à la sensibilisation. Le problème, c'est que nous, on a fait l'opération aujourd'hui. Vous nous regardez et je vous vois, vous êtes assise là-bas, vous nous regardez. Je pensais que vous auriez couru pour dire, Madame le ministre, laisse-moi balayer, c'est notre coin. Est-ce qu'on pourra faire la police après vous tous les jours? Si lundi matin, le maire ne vient pas vous dire, est-ce que vous allez balayer? Comment se fait-il que devant la pharmacie, on retrouve plein de saletés? Ça veut donc dire que vous ne faites pas votre travail. Vous allez dire que c'est la mairie, c'est ça. Mais si devant chez vous c'est sale, ça veut dire que chez vous aussi c'est sale, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut vous organiser désormais. D'abord ça, ce n'est pas très bien de mettre du papier, enlevez ça. On ne peut pas mettre un carton comme ça devant une pharmacie. Voilà. Nous avons décidé de balayer chaque matin et après avoir fini de vendre. Le soir, nous devons balayer pour rendre la Côte d'Ivoire très très propre. Comme partout où elle est passée, la ministre Anne Désiré Ouloto a procédé à l'installation du comité régional de coordination pour la salubrité et l'hygiène. Elle a remis par la même occasion du matériel d'entretien et de nettoyage ainsi que des diplômes. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité s'est réjouie de la réussite de la 24e édition de l'opération Grand Ménage, même si la pluie s'en est mêlée vers la fin. Pour 2019, Anne Désiré Ouloto annonce que ce sont les maires des communes qui ont la charge d'organiser l'opération Grand Ménage. Félix Anoublé a offert un véhicule de balayage des rues. Afin de faire de San Pedro la ville la plus propre de Côte d'Ivoire, le maire annonce des grands projets, dont un concours du quartier le plus propre, doté de plusieurs prix. Un plan national stratégique en élaboration au ministère de la Femme. La ministre Ali Ramata a fait le bilan de l'année écoulée. C'était à l'occasion de la célébration de ses agents lauréats du prix national d'excellence 2018. Jean-Marc Djadji, Issa Tchonayo. L'abnégation au travail et la contribution significative au développement de la Côte d'Ivoire ont permis à 9 agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'être lauréats du prix national d'excellence 2018. À l'occasion, la ministre Bakayoko Ramata a félicité ses agents pour les objectifs réalisés en 2018 et dévoilé ses projets à court terme. Il y a un important travail qui a été fait, qu'il s'agisse des droits de l'enfant, des droits de la femme, qu'il s'agisse de la famille. Mais nous avons donc fait le bilan et nous allons aller à un atelier pour voir comment nous allons consolider ces acquis. Parce que l'objectif pour nous, c'est par exemple 0 enfant dans la rue. L'objectif pour nous, c'est 0 enfant sans famille.
même s'ils n'ont pas de famille, l'État doit être là pour protéger ses enfants. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ses agents se sont engagés à améliorer le dispositif de pilotage des activités et à faciliter la mise en œuvre du plan national stratégique pour l'année 2019. Allons à Bouaké, dans le centre du pays. L'aéroport de la ville a connu une animation particulière mardi dernier. Des blindés hélicoptères de combat, l'armée ivoirienne s'entraîne. Une manœuvre militaire pour renforcer le savoir-faire des forces. Le point avec Abou Sanogo. Nous sommes le mardi 29 janvier. Il est 6 h du matin. Quand 3 terroristes font irruption dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Bouaké. Sous la menace de leurs armes, ils prennent en otage la quinzaine de passagers en salle d'embarquement. Un discret coup de fil anonyme aux autorités sécuritaires déclenche le protocole en matière de lutte antiterroriste. Les 10 minutes qui suivent suffisent aux soldats de l'armée de terre pour constituer autour du périmètre une ceinture de 3 km. C'est le 3e cercle de sécurité. Puis 15 minutes plus tard, se met en place le 2e cercle constitué de la task force stationnée dans la ville de Bouaké. Le périmètre aéroportuaire est ainsi isolé et la zone sensible confinée. Le poste de commandement tactique de l'opération est mis en place 3 quarts d'heure plus tard. Ces dispositions permettent à la force leader d'entrer en scène. Il s'agit des opérateurs de forces spéciales ivoiriennes habilités à traiter ce type de crise. Venues d'une de leurs bases proches de la ville, elles ont une seule mission, mettre un terme au drame qui se joue à l'aéroport international de Bouaké. L'effet de surprise est total chez les terroristes. Ils sont identifiés et neutralisés. Les otages, au nombre desquels un parlementaire et un préfet sont conditionnés. Le bilan de l'assaut est un succès. 3 terroristes tués, 2 otages blessés, un binôme d'opérateurs de forces spéciales légèrement blessés. 2 hélicoptères Mi-24 surgissent alors dans les airs et effectuent des vols circulaires. Sur le tarmac sécurisé est attendu un aéronef pour l'exfiltration. Les autorités sont ainsi exfiltrées. L'aéronef qui a gardé le moteur en marche reprendra son vol dans un environnement sécurisé par les hélicoptères de combat qui surveillent l'aéroport et sa périphérie. Ceci n'est pas une attaque terroriste réelle, c'est une simulation. Au cours donc de cette manœuvre grandeur nature, tous les savoir-faire individuels et collectifs ont été revisités dans une synergie d'action et une vitesse d'exécution. Un de nos objectifs est de faire en sorte que chacun de nos collaborateurs ou subordonnés soit formé et bien formé pour son emploi. En Suisse, vous êtes sans ignorer que l'armée ivoirienne s'est dotée de nouveaux moyens de combat qui doivent nous permettre d'agir plus loin et plus vite. Pour ce faire, il nous faut créer une certaine interopérabilité avec tous les autres moyens. En ces temps de menaces multiformes, nous devons être capables d'avoir une réponse cohérente et dans des délais raisonnables sur toute l'étendue du territoire. La manœuvre militaire Antonov à Bouaké a engagé environ 300 soldats des unités spéciales pour affermir leur savoir-faire en matière de lutte antiterroriste. Vous avez certainement entendu ou vécu ces pratiques quotidiennes entre plusieurs groupes ethniques, les alliances interethniques. Cette richesse culturelle africaine a fait l'objet d'études scientifiques. Les résultats consignés dans un ouvrage, l'œuvre rendue publique jeudi dernier. Didier Nguessan. C'est une série de serviteurs que Dieu lui a donnés. Parmi ces serviteurs figure en bonne place le Koyaka, le Gourou, le Yakuba. Tout cela, toute cette cuvée a été donnée au Senufo pour le servir. Des pics lancés à l'endroit de ses alliés. Le décor est planté pour que s'exprime le Sanaguya, expression malinquée désignant les alliances interethniques et parentées à plaisanterie. C'était à l'occasion de la dédicace de l'ouvrage Sanaguya et processus électoral en Côte d'Ivoire, apport, leçons et méditation. Cet ouvrage est une contribution collective, dis-je, d'universitaires africains. Je me réjouis d'en avoir assuré la coordination scientifique. Il comprend 351 pages avec 27 contributions. On y lira avec délectation le Sanaguya sous des aspects ludiques,
avec les plaisanteries qui en font un élément pour briser les barrières entre groupes ethniques alliés. Il en est ainsi des Koyaka et de leurs premiers enfants, les Sénoufos, entre autres. On y comprendra alors que l'allié est le seul à nous défaire du fardeau qui nous accable. De là, la fonction cathartique du Sanaguya, une valeur que nous devons défendre. Fruit de l'ONG Sanaguya et du groupe de recherche en analyse et théorie littéraire Gratel, l'ouvrage rassemble les actes du colloque du même nom tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny en septembre 2015. Il présente le Sanaguya comme un outil permettant de prévenir et de gérer les conflits, garantissant ainsi la cohésion sociale. Nos cultures orales contiennent encore des vestiges susceptibles de nous amener à la cohésion sociale sans que un gourou ne prenne un couteau contre un malinké, sans qu'un Dan ne prenne le couteau contre un Yakuba ou un Sénoufo, parce que nos sociétés ont déjà élaboré des formes de régulation de tout ce qui est problème intrasociétaire. L'ONG Sanaguya milite pour l'émergence d'une culture de la paix sur le continent. Son fondateur a dédicacé une centaine de livres. Place maintenant à la revue de l'actualité internationale de la semaine. Nous ferons le tour. Commençons par le Cameroun avec l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto. Le 7/7, Olivier Iriebi, Herman Guivet. L'opposant camerounais Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire de la présidentielle d'octobre après être arrivé deuxième derrière Paul Biya, a été arrêté lundi dernier à Douala, 2 jours après avoir été à l'initiative d'une vague de manifestations contre le pouvoir en place. Les enquêteurs lui reprochent l'organisation de manifestations illégales dans plusieurs villes du Cameroun et l'accusent d'être l'instigateur de casse dans des ambassades camerounaises en Europe. Depuis son interpellation, Maurice Kamto n'a toujours pas été notifié ni de bon de garde à vue, ni de mandat de dépôt. Quelques 30 000 personnes ont fui depuis mardi dernier le nord-est du Nigeria pour échapper aux djihadistes du groupe Boko Haram. Ces hommes armés ont pris le contrôle de Ran, la ville nigériane située à la frontière avec le Cameroun. L'incursion violente a occasionné un mouvement de panique généralisé faisant des milliers de déplacés vers le Cameroun qui lutte également contre le groupe armé dans l'extrême nord de son territoire. Vague de violence dans le nord du Burkina Faso. La base militaire de Compiègne-Gare, située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Pamar, dans la région de l'Est, a fait l'objet d'une attaque à la roquette et à l'arme lourde mercredi soir par des individus armés non identifiés. Le bilan de cette attaque contre les forces de défense burkinabées a fait plusieurs blessés graves. 2 jours avant, 4 soldats ont trouvé la mort, 5 autres blessés à Nassumbu et 10 civils tués dans l'attaque de leur village dans la même région. Le gouvernement britannique a annoncé jeudi dernier que les députés seront privés de vacances en février pour permettre l'adoption de la législation nécessaire à la mise en œuvre du Brexit. Les séances parlementaires seront également rallongées, ces dispositions selon la porte-parole de Theresa May, pour s'assurer que le 29 mars sera bien la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Sur 13 lois adoptées avant le Brexit, 5 ont déjà été promulguées, 8 doivent être votées, les débats n'ont pas commencé pour certaines. La Belgique a accepté d'accueillir vendredi dernier l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la suite de son acquittement devant la Cour pénale internationale à La Haye. Dans le cadre de sa libération conditionnelle, l'ex-président ivoirien ne sera pas autorisé à quitter la Belgique dans l'attente d'un appel. Accusé de crimes contre l'humanité en lien avec les violences post-électorales de 2010 qui ont fait 3000 morts, il a été le premier ancien chef d'État à être jugé devant la Cour pénale internationale. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, de plus en plus contesté, a proposé hier samedi de convoquer des élections législatives anticipées dans le courant 2019, dans un discours prononcé devant des milliers de partisans, alors que des groupes d'opposition dirigés par Juan Guaidó ont défilé durant plusieurs heures dans l'est de la capitale pour exiger son départ. Le président autoproclamé a appelé ses partisans à ne pas relâcher la pression. Au Sénégal, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février prochain a débuté officiellement ce dimanche. 5 candidats en lice, le président sortant Macky Sall, Idrissa Seck, Issa Sall, Madické Niang et Ousmane Sonko. Ils disposent jusqu'au 22 février, soit 2 jours avant le scrutin, pour convaincre les électeurs.
Au jeu des transferts politiques, c'est pour le moment le président Macky Sall qui marque des points et renforce ainsi sa large coalition avec le ralliement de l'opposante Aïssata Tall Sall et El Hadji Diouf et bien d'autres soutiens. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Kodian. L'actualité se poursuit sur rti.ci. Bonsoir.